Enfant caché? Oui, enfant caché. Ça fait un peu bizarre de dire quand on a déjà 65 ans, de dire que je suis un enfant caché. C'est vrai. Je parle à tout le monde pour retrouver des gens, des petites filles avec qui j'étais cachée, on avait 7 ans. Pour parler de l'enfant caché, un succès de la résistance juive en Belgique, je voudrais vous présenter Maxime Steinberg. Il est un historien acharné, un homme de rigueur. Ses années de travail lui ont permis d'écrire de nombreux livres qui sont des outils de référence précieux. C'est l'historien de la Shoah en Belgique et un expert que l'on consulte. Dans les débats, je vous assure, il est sans concession, il connaît ses dossiers. Ces recherches avaient entre autres mené à une conclusion. Les Allemands n'ont pas pu opérer seuls. Ils l'ont fait avec la complicité des Belges. Une conclusion ressentie comme une accusation pendant des années. Mais Maxime Steinberg n'est jamais revenu sur ses positions. Une vingtaine d'années plus tard, à la suite d'une recherche commanditée par le Sénat belge pour le compte du gouvernement, le rapport du CGS arrive à cette même conclusion. Il établit clairement que l'État belge a collaboré activement à la persécution et à la déportation des Juifs. Mais Maxime Steinberg est modeste. Il ne vous dira jamais « je vous l'avais dit ». C'est avec admiration et honneur que je lui cède la parole. J'ai donc choisi de vous parler de l'enfant caché en tant que succès de la résistance juive. Je sais que le titre ne dit pas bien ce que je veux dire. J'aurais pu choisir un titre qui me convenait mieux et parler d'enjeu. L'enfant caché, enjeu de la résistance juive. Mais j'ai utilisé il y a 20 ans le terme enjeu pour décrire notamment en quoi l'enfant caché ou l'organisation de l'enfant caché, la section enfants du CDJ, était un lieu de confrontation entre les différentes tendances qui le composaient. Et donc, on aurait pu mal comprendre que je vienne traiter de cette question ici à l'enfant caché. Le mot enjeu convient cependant, parce que si l'on considère que l'enfant caché est un succès de la résistance juive, il faut envisager qu'à un moment, la résistance juive ait posé cet objectif. Un succès mesure un résultat par rapport à une intention de départ. Et si l'on considère que ça a pu être l'objectif, et je vous le montrerai, de la résistance juive, il faut encore que cet objectif, ou plutôt l'enfant non caché, soit situé comme un objectif des nazis, qu'il y ait eu une politique spécifique, une visée spécifique, certes tous les juifs, mais d'abord, en premier lieu, je dirais la fille, parce que la fille représente à la fois la mère et l'enfant. Or, cette affirmation que le génocide, le mot n'était pas encore employé à l'époque, que le génocide, enfin, Himmler, lui, le 6 octobre 1943, devant les dirigeants nazis, il parle d'extermination, c'est le mot qu'on utilisait, l'extermination des Juifs. Et il explique que c'est la chose la plus dure que son organisation ait dû accomplir. Son organisation, c'est la SS. Il explique cela aux dirigeants du parti. Et il se livre à des confidences. Il leur dit, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait des femmes et des enfants? Je ne pouvais pas me permettre, continue-t-il, d'exterminer les hommes, et pour que les dirigeants du parti comprennent bien de quoi il s'agit en réalité, il dit de les tuer ou de les faire tuer, et de laisser vivre les enfants qui auraient été les vengeurs. Et il ajoute,
donnant une définition que les juristes n'ont jamais retenue. Il ajoute « Il a fallu prendre la grave décision, ce sont ces termes, de faire disparaître ce peuple de la terre. » On n'a jamais aussi bien dit ce qu'était un programme génocidaire. Un génocide, pour l'accomplir, il faut viser les femmes et les enfants. C'est à cette condition que le peuple n'a plus d'avenir, qu'il disparaît. Et encore faut-il que de l'autre côté, la résistance juive ait compris l'enjeu. Ce qui, je n'ai pas le temps, parce que le temps m'est limité, mais j'ai consacré dans l'Étoile et le fusil, il y a 20 ans maintenant, 2 chapitres où je montre comment ce que j'appelle alors la rumeur du génocide pénètre en Belgique et laisse des traces. Et vous allez voir que un document de 1944, janvier sans doute, transmis par Benjamin Neykerk, dont on a parlé dans le film, et dont on ne parle sans doute pas assez parce qu'il n'a pas survécu à la guerre, et qui est un homme tout à fait remarquable. C'est lui, comme on vous l'a dit dans le film, qui ouvre la voie suisse où il va trouver l'argent nécessaire et ramener l'argent. Et donc, dans un rapport qu'il adresse au CDJ, au Joint, en fait, en Suisse, je ne sais pas si c'est lui qui l'écrit, le rapport. Toujours est-il que le texte existe, et le texte dit ceci. Dès que les Allemands commencèrent à déporter des Juifs sur une grande échelle, dès qu'on se rendit compte qu'il ne s'agissait pas du travail obligatoire, mais bel et bien de déportation vers l'inconnu, dans de telles conditions que le pire était à craindre. Attention, n'interprétez pas trop vite. Le pire, il faut encore beaucoup de conscience historique pour arriver à le situer. Et on n'osera jamais, notamment dans la presse du CDJ, on n'osera jamais dire qu'il ne faut pas attendre le retour des déportés. N'est-ce pas? Malgré toutes les nouvelles, on se restera, comme l'écrit le Flambeau, le journal du CDJ, en novembre 1943, le sort des déportés restera une question angoissante. On n'osera jamais franchir le pas et dire qu'ils ne reviendront pas. Mais on imagine le pire. Le rapport enchaîne. Beaucoup de parents s'efforcèrent de sauver au moins leurs enfants en cherchant à les donner en pension chez des non-juifs de confiance. Un certain nombre de parents réussirent à trouver des places eux-mêmes. Mais le nombre des enfants était trop vaste pour qu'une action individuelle pût réussir sur le plan individuel, et le groupement qui venait de se créer comprit que sa première activité devait être le placement des enfants d'une façon systématique. Dans les textes d'époque, le comité de défense des Juifs assume l'enjeu. Il a compris que c'était quelque chose de très grave. Et les parents aussi l'ont compris. C'est pourquoi il faut se cacher. Mais les parents ne peuvent entrer dans la clandestinité que si leurs enfants sont en sécurité. D'où, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le CDJ. Les prêtres, vous avez, par exemple, on a cité le couvent de l'avenue Clémenceau. Eh bien, l'abbé Breuilhans, donc d'Anderlecht, entre dans dans l'action clandestine, dans le sauvetage des Juifs, parce que au couvent de l'avenue Clémenceau, c'était des petites Allemandes, des Juives allemandes. Les Juifs allemands, les derniers arrivés, très mal intégrés, très mal acceptés aussi, n'ayant pas de contact, vont chercher le contact dans le voisinage. Et on verra à Anderlecht ou à Schaerbeek, les Juifs allemands solliciter les prêtres, et que ces prêtres entreront dans l'action clandestine.
à partir de l'aide apportée à des juifs allemands. C'est aussi vrai, par exemple, pour Don Bruno Reinders à Louvain. C'est dire aussi que le sauvetage des enfants n'est pas une exclusivité de la résistance juive. Et il faut d'ailleurs remarquer que cette résistance juive est juive dans la mesure où elle sauve des juifs. Mais justement, le mode d'action, la conception même de l'action au sein de la section enfance a été d'en faire un service social et d'utiliser précisément pour moitié des non-juifs, à titre l'entrée d'André Guelen, institutrice dans... institutrice, hein? Après notamment, et il ne faut pas oublier cet aspect-là, après une rafle qui enlève les enfants à l'Institut Gatti-Gamon. Quand nous nous disons que 4000 enfants ont été sauvés, il faut revoir les chiffres. Quand nous disons que 3000 enfants ont été sauvés par le CDJ, c'est pas correct. Il y a 3000 enfants, 3000 noms, dans les fichiers du CDJ, dans les fichiers clandestins. Mais en août 1944, le CDJ n'a plus de fiches que pour 2000, excusez-moi parce que je ne voudrais pas commettre d'erreur, 2104 enfants. C'est-à-dire que des parents ont repris leurs enfants et se sont parfois fait arrêter. Que les enfants eux-mêmes cachés ont été pris dans leur cachette. Parce que le fait d'être caché n'assure pas la sécurité complète. Alors, il faut mesurer maintenant le résultat et partir d'une donnée tout à fait fondamentale qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ce n'est que depuis quelques semaines que je peux enfin établir d'une manière plus rigoureuse le nombre d'enfants de moins de 15 ans, parce que je passe la limite à 15 ans et pas à 16 ans, vous verrez tout de suite l'importance de cette différence. Je peux enfin établir le nombre d'enfants dans les 56 000 juifs fichés à la Sicherheitspolizei, fichés à la Judenabteilung. Et vous savez que près de la moitié de ces fiches portent le cachet Arbeitensatz, c'est le fichier qui gère la déportation. Entre parenthèses, c'est un fichier qui n'a pu être constitué que parce que les communes ont remis la copie de leur registre des Juifs à la Sicherheitspolizei. Il n'y avait pas de fichier national à l'époque. Il a fallu en fabriquer un pour la déportation. Sinon, on ne pouvait pas gérer la déportation. Et ce fichier a été fabriqué à partir des copies. La moitié de ces fiches, près de la moitié de ces fiches, portent le cachet Arbeitensatz, qui signifie déportation, avec la date du départ et le numéro dans le convoi. On peut ainsi établir que 4259 enfants de moins de 15 ans ont été déportés. 11 seulement sont revenus. Quand auparavant, on prenait la barre haute, on prenait 16 ans, il y avait 55 enfants qui étaient revenus. Et vous voyez que la différence entre 15 et 16 ans masque le phénomène de la disparition des enfants. Sur les 10 467 enfants qui se trouvent dans ce fichier, 4257 ont été déportés, ce qui fait 40%. 6 enfants sur 10 de moins de 15 ans, c'est-à-dire 6200, ont échappé à la déportation. Les 2104 enfants du CDJ, ça représente 34%. C'est tout à fait remarquable. C'est un véritable
succès, d'où le titre. Mais cela signifie aussi, par exemple, qu'une des difficultés devant laquelle on se trouve encore, c'est les enfants qui ont été placés par les parents directement auprès de prêtres, auprès du réseau chrétien de placement. Parce que justement, une des difficultés qui a surgi pendant l'occupation, c'est qu'à l'exception peut-être de Don Bruno, qui avait des contacts très étroits, les prêtres des réseaux de sauvetage, et notamment en Liège, le réseau Vandenberg encore une fois, Max Albert Vandenberg, un homme qui a disparu en déportation et qui mériterait d'être davantage connu, ne donnait pas au CDJ le nom des enfants. Et donc, nous sommes en réelle difficulté. Nous n'avons au CDJ que le nom des enfants qui ont été placés par le CDJ dans le réseau catholique, mais pas le reste. On a parlé, par exemple, le ministre Herzog a parlé du rôle de son grand-père, je pense. Savez-vous que cette action est en partie un échec? Qu'en 1961, 300 enfants, enfin ce ne sont plus des enfants, vivent encore chez des parents catholiques et ne veulent pas les quitter pour retrouver leur famille. C'est tout à fait considérable sur le nombre d'enfants. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui s'est passé de manière organisée par le CDJ, qui opère véritablement comme un service social de la clandestinité, aidant les parents à trouver leur propre refuge, mais en prenant en charge les enfants. C'est pourquoi le discours, qui était pour moi un discours a posteriori, sur le sacrifice des mères, c'est vrai que les mères se sont sacrifiées, mais ce sont les parents qui étaient demandeurs. Ils avaient besoin d'aide pour entrer dans la clandestinité. Et donc, nous avons là une action qui, certes, a une dimension tout à fait organisée au sein du CDJ, mais parallèlement à cela, ce qui est très important, c'est le phénomène qui surgit de la société civile, c'est-à-dire ces gens qui se mobilisent pour accepter de rendre service. Et contrairement à ce que l'on pense, si les Juifs allemands, les derniers arrivés, n'avaient pas de contact, ou très peu de contact, les Juifs de l'immigration, c'est-à-dire qui sont arrivés, l'essentiel de la population juive, qui est arrivée entre la première guerre mondiale et 1939. Ces immigrés, ces Juifs de l'immigration, venant surtout de Pologne, ou venant de Roumanie, dans le cas des Bessarabiens, pour faire des études. C'est le cas d'Yvonne Jospa, c'est le cas de Gerd Jospa aussi. C'est le cas aussi d'Idano, qui fera partie du service social. Eh bien, ces immigrés ont, sur le plan professionnel, par exemple, c'est en faisant du service social qu'Yvonne Jospa connaît Ida Sterdon et la recrute. Sur le plan professionnel, ils ont des contacts. Et donc, avec un voisin, avec un client, on va finalement trouver une piste pour essayer de cacher les enfants. Et je dirais que le sauvetage des enfants est un phénomène que l'on peut essayer de comprendre si l'on vient quelques années en arrière avec le phénomène des marches blanches. N'est-ce pas? Ce mouvement qui surgit dans la société belge. Parce que du sein même de la population, le sentiment public est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne s'attaque pas à des enfants. On ne s'attaque pas à des femmes. Et je crois que c'est ça le mouvement des justes. Je dirais, ils sont tous surpris quand on leur dit qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Non, ils ont eu un sentiment, ils ont réagi par un sentiment
d'humanité. Dans notre culture, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et sans doute, on peut trouver que ces Juifs, parce que vous allez voir, il y a, et on trouve la trace à l'époque dans la presse clandestine, il y a un sentiment, non pas tellement d'antisémitisme, mais davantage de xénophobie. Enfin, c'est pas possible qu'on leur en veuille autant, ils doivent avoir fait quelque chose. Mais traiter des hommes et des femmes comme on les traite, ça c'est inadmissible. Et en particulier, on ne s'attaque pas à des enfants, on ne s'attaque pas à des femmes. Et ce sentiment-là met en fait la population de grands secteurs, parce qu'il est difficile de mesurer le phénomène. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que si 25 000 Juifs se sont cachés, ont changé parfois plusieurs fois, si vous regardez le fichier du CDJ, vous les voyez changer 3, 4, 5 fois de logeur. Il faut donc multiplier leurs chiffres par 4 ou par 5, c'est-à-dire que cela signifie qu'une bonne centaine de milliers de personnes en Belgique ont accepté en tout cas de rendre service et de prendre en charge des enfants. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Mais ce que je voudrais surtout, pour terminer mon propos, c'est dire qu'une chose quand même tout à fait importante. En 1945, lorsqu'ils ne reviennent pas, parce qu'il n'y a que 1200 qui reviennent, les enfants cachés vont se retrouver en grand nombre orphelins d'un ou de 2 parents. Nous pouvons établir qu'il y a dans la population juive d'enfants de moins de 15 ans non déportés 2791 orphelins d'un ou de 2 parents. Ce qui signifie que 45% des enfants qui n'ont pas été déportés se retrouvent orphelins de la Shoah en 1945. Et cette posture de l'orphelin montre très bien que s'ils étaient restés avec leurs parents déportés, ils n'auraient pas survécu. L'enjeu, il a été assumé.